Ici Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, colère et manifestations en Ukraine. L'avenir du pays est-il européen ou russe? Et l'évasion fiscale, scandale ou simple conséquence de la liberté économique? Alors, l'Ukraine est secouée depuis maintenant plusieurs jours par des manifestations qui gagnent en intensité. Des centaines de milliers de manifestants ont pris la capitale Kiev et d'autres villes du pays en scandant « L'Ukraine, c'est l'Europe » notamment. Ce qui a déclenché tout ça, c'est le refus soudain du président ukrainien de signer un accord commercial majeur avec l'Union européenne pour se tourner plutôt vers la Russie de Vladimir Poutine, donc coup de théâtre. Pour en discuter avec moi aujourd'hui, j'ai Magdalena Dębinska, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Meyrand, directeur du Cerium. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors tout d'abord, pour bien comprendre quel était l'enjeu de cet accord entre l'Union européenne et l'Ukraine, je pose la question, Frédéric, qu'est-ce qui était en jeu dans ce fameux accord? C'est ce que l'Union européenne appelle un accord d'association dans lequel elle offrait à l'Ukraine le libre marché, l'ouverture à son propre marché surtout, et beaucoup d'argent en échange de réformes que l'Ukraine devait réaliser en matière de droits de la personne, de démocratie, mais aussi des réformes économiques très importantes. Mm-hmm. C'est un accord majeur dans l'histoire de l'Ukraine? C'est un accord majeur. Par contre, il y a un calcul politique qui s'est opéré quelque part parce que la signature des accords avec l'Union européenne supposait des réformes justement assez substantielles, notamment demander des coupures de dépenses budgétaires, des subventions, etc., ce qui entraînerait en fait, selon le calcul politique, entraînerait l'Ukraine encore plus dans une crise économique, etc. On sait que depuis 2008, en fait, l'Ukraine est en constante récession, puis ça va vraiment pas bien. Comme le reste de l'Europe subit essentiellement les mêmes conséquences. Sauf qu'on parle effectivement en Ukraine d'un État qui est au bord de la faillite. Carrément. Carrément. Donc, à court terme, la signature de l'accord et l'implantation de toutes ces réformes-là signifient l'instabilité sociale. Or, en 2015, on a des élections présidentielles et Yanukovych ne peut pas se permettre, le président, excusez-moi, ne peut pas se permettre vraiment d'empirer la situation. Par contre, la Russie offre quelque chose à court terme qui peut être intéressant, notamment en termes d'échanges, gaz, des prix avantageux de gaz, etc. On y reviendra plus loin, mais justement pour parler de ces manifestations, si je comprends bien, ce n'est pas tout le pays nécessairement qui manifeste. Il y a une division au sein de l'Ukraine identitaire. Qui sont les Ukrainiens essentiellement, Magdalena? Oui, bon, les Ukrainiens, c'est sûr qu'on parle de cette division Est-Ouest, pro-russe, pro-européenne, c'est un peu schématique, mais n'empêche que, bon, il y a nécessairement cette division, mais qui est quand même, il faut nuancer. Premièrement, être pro-russe ou être russophone ne veut pas dire qu'on est nécessairement non-ukrainien. Les divisions identitaires en Ukraine, c'est un clivage linguistique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup quand même d'Ukrainiens ethniquement qui se déclarent ukrainiens et qui parlent russe, c'est leur première langue à la maison ou dans la rue, dans la sphère publique. Par contre, ça ne veut pas dire, ce qui est souvent associé à on est russophone, donc on est pro-russe. Ça ne veut pas dire, c'est pas systématique, mais effectivement, on voit géographiquement des tendances. Et la tendance, c'est ça, Est-Ouest, c'est la tendance à l'Ouest, c'est beaucoup des ukrainophiles et pro-européennes. Ça relève un peu de l'histoire. Il faut noter que le sud-ouest de l'Ukraine n'a jamais appartenu à l'Empire russe et a rejoint en fait la Russie, en fait, l'Union soviétique seulement après la Seconde Guerre mondiale. Donc, alors que le reste du pays a fait partie du berceau culturel, identitaire même de la Russie. Exactement. Donc la division, oui, quelque part, elle relève de l'histoire. Elle joue. Très bien. Et maintenant, si on rentrait dans les questions, disons, plus géopolitiques, justement, par rapport à la Russie, est-ce que c'est juste de dire que la Russie considère encore l'Ukraine comme un satellite de son empire, si on veut, ou de sa puissance? Oui, et quelque part, même j'ai lu dernièrement des propos des politiciens russes qui
parle encore de l'Ukraine comme le petit frère, le frère qu'il faut protéger, on va s'en occuper. Et en fait, l'Europe ne devrait pas vouloir l'avoir parce que justement, avec la crise, avec l'ampleur des réformes, l'État au bord de la faillite, c'est même pas dans l'intérêt de l'Union européenne à le faire. Mais nous, puisque nous sommes les grands frères, on peut quand même s'en occuper. Grand frère russe. Oui. Oui. Il faut dire aussi qu'une partie de la flotte russe est en Ukraine, est basée en Ukraine toujours. Donc, il y a des intérêts Sébastopol, stratégiques russes très importants là-bas également. Absolument. L'Ukraine, en fait, est courtisée par deux partenaires. La Russie qui lui offre plus d'argent en ce moment, mais aussi qui la menace davantage, c'est-à-dire que Poutine a été assez brutal, semble-t-il, à l'égard du gouvernement. Et de l'autre côté, l'Union européenne qui, depuis plusieurs années, essaie de se rapprocher non seulement de l'Ukraine, mais d'autres pays de la région, comme la Géorgie, l'Arménie, la Moldavie, en leur proposant ces accords d'association, mais qui, en ce moment, visiblement, ne rencontrent pas un très, très grand succès, parce qu'il y a également l'Arménie qui a décidé de se tourner vers la Russie récemment, plutôt que vers l'Union européenne. Donc, la Russie a un certain succès dans son intention d'attirer son proche étranger, là, son ancienne... Ces lignes rouges sont plus claires qu'avant. Il y a quelques années, les Russes disaient oui à l'Union européenne pour nos voisins, mais non à l'OTAN. Et aujourd'hui, ce que Moscou est en train de dire, c'est que même l'Union européenne, dans son proche voisinage, dans les pays qui faisaient autrefois partie de l'URSS, ce n'est pas véritablement acceptable. Puis là, ils ont des moyens pour, quand même, pour faire pression. Il ne faut pas oublier qu'en mois d'août, la Russie a mis un embargo sur les produits d'exportation de l'Ukraine, ce qui a affecté grandement. C'était un signe assez visible. Et c'est une part importante du commerce ukrainien avec la Russie? À peu Alors, près un tiers du commerce international qui se passe avec la Russie. Il y a une autre question aussi, vous l'avez abordée tout à l'heure rapidement, j'aimerais y revenir. La question du gaz, c'est un enjeu ou c'est un levier de négociation très fort, n'est-ce pas, de la part de la Russie? Tout à fait. L'Ukraine est un pays, premièrement, dépend du gaz de la Russie, mais aussi est un pays de transit. Donc, d'importantes ressources viennent de ce transit-là. Or, maintenant, avec la construction de Nord Stream et des pipelines et South Stream, des gazoducs qui contournent l'Ukraine, et pas seulement l'Ukraine d'ailleurs, parce qu'en fait, si on regarde la carte, on contourne pas mal toute l'Europe centrale et de l'Est, ce qui d'ailleurs n'est pas nécessairement bien vu par d'autres pays. Mais effectivement, le gaz, c'est un enjeu important. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que la Moldavie est encore plus dépendante du gaz de l'Ukraine, et pourtant, de la Russie, et pourtant, elle signe l'accord. Donc, c'est un peu les enjeux. C'est un enjeu qui est contournable avec un peu de volonté politique, finalement. Qui est contournable. Bon, il faut dire que la Géorgie et la Moldavie qui viennent de signer l'accord avec l'Union européenne et qui, quand même, ont peur des rétorsions que la Russie peut faire, comptent à court terme sur les Olympiques à Sochi, donc que la Russie va se tenir tranquille jusque-là, au moins. La Moldavie, par ailleurs, a un pôle d'attraction vers l'Union européenne. Non seulement, il y a la Roumanie qui est juste à côté et qui, pour des questions, encore une fois, historiques et identitaires, est très proche de la Moldavie. Donc, il y a un pôle d'attraction là. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en Moldova, tant en Moldova qu'en Géorgie, nous avons ces entités séparatistes qui sont appuyées par la Russie contre les centres, donc contre Tbilissi en Géorgie et Chisinau en Moldova. Donc il y a un jeu un peu différent aussi géopolitique qu'en Ukraine. Justement, cette espèce de ce jeu-là que fait, enfin, cette ambivalence qu'a l'Ukraine, notamment pour venir en Ukraine, entre la Russie et l'Europe d'autre part, qu'est-ce que ça dit, Frédéric, sur les relations Union européenne-Russie? Ça dit que ce qu'on sait depuis quelques années déjà, c'est que les relations entre la Russie et l'Union européenne ne sont pas très bonnes. Un des enjeux, vous l'avez déjà évoqué, c'est celui du gaz. Donc, beaucoup de pays d'Europe de l'Est, mais aussi d'Europe de l'Ouest, sont alimentés par le gaz russe qui transite par l'Ukraine. C'est ce dont parlait Magdalena. C'est la raison pour laquelle certains pays, comme la Pologne, par exemple, tiennent beaucoup à ce que de bonnes relations soient développées avec l'Ukraine. Mais en ce moment, l'Union européenne ne semble pas avoir énormément d'influence en Russie. C'est clair que Poutine a réussi à réaffirmer une espèce de stature qui est très différente du contexte des années 90, quand l'Union européenne et l'OTAN s'élargissaient à l'Est, englobaient des pays d'Europe de l'Est. Donc ça s'envenime un peu, il y a un froid qui s'installe, qui progresse entre les deux pôles.
Le froid est indéniable. L'Ukraine est simplement le dernier épisode d'une longue série de camouflets que Moscou a infligé à l'Union européenne à Bruxelles. On retourne à la logique de sphère d'influence, en fin de compte. C'est soit nous, soit vous. Et l'Ukraine qui se retrouve au centre de tout ça. Et pour terminer, justement, le président ukrainien avait dit qu'après avoir refusé l'accord avec l'Union européenne, il irait en Russie, mais là, il hésiterait. Disons qu'il n'y a pas prévu l'ampleur des démonstrations qui ont lieu actuellement. L'opposition, en fait, la foule, et bon, la foule et les slogans qui ont été récupérés par des partis politiques d'opposition réclament la démission du gouvernement de Azarov. Et ce qui est un nouveau développement, le leader du Parlement a annoncé aujourd'hui que ça sera débattu demain en Parlement. Et ce qu'il faut peut-être souligner demain mardi. Donc si les démonstrations continuent, leur ampleur se confirme, et qu'il y ait des défauts, parce qu'il y a présentement il y a des défections du parti. Le parti au pouvoir, le parti des régions, perd certains députés qui en signe en opposition à la violence qui a été utilisée samedi contre les manifestants, tout simplement quittent le parti. Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement interne comme on a vu lors de la Révolution orange? Est-ce que on pourrait croire que ce genre de situation-là pourrait survenir à nouveau? Moi, je pense... Bon, c'est futuriste, mais moi, je pense que ça va être plutôt des négociations, plutôt de façon... Table ronde, en fait, on propose aussi d'organiser une table ronde. Sauf la table ronde n'est pas nécessairement avantageuse pour le président Yanukovych, parce que la table ronde veut dire probablement qu'il y aura des pressions pour libérer Yulia Tymoshenko, l'ancienne présidente qui est emprisonnée, pas présidente, excusez-moi, première ministre, Tymoshenko. Et probablement, tout ça, donc en fait, tout son calcul politique, si on avait un, pour les élections de 2015, tombe à l'eau. D'accord. Bien, merci infiniment, Magdalena, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous retrouvera à l'avenir sur ce plateau. Frédéric, on se retrouve à la toute fin de l'émission pour le segment hors-champ de l'émission. Merci beaucoup. Et on se retrouve après la pause pour le sujet l'évasion fiscale. La Suisse, l'Irlande, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, le Luxembourg, vous commencez à les reconnaître, ce sont les fameux paradis fiscaux. La liste est longue, ils sont une quarantaine de territoires ou de pays dans cette catégorie. Malgré la lutte qui s'intensifie contre l'évasion fiscale, on estime qu'il y aurait 17 000 milliards de dollars logés dans les coffres sur ces territoires ou pays. Et uniquement en Union européenne, dans les 28 pays de l'Union, ce serait 1 350 milliards de dollars qui échapperaient à chaque année au gouvernement à cause de l'évasion fiscale. Pour discuter de ce sujet aujourd'hui, j'ai avec moi Philippe Fauché, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, bonjour, et Peter Ditch, qui est professeur de philosophie à l'Université de Montréal, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour s'entendre sur ce qu'est l'évasion fiscale, Peter, je vous poserai la question, qu'est-ce que l'évasion fiscale et quel rôle les paradis fiscaux jouent dans ce phénomène? Alors, l'évasion fiscale, en partie, est une conséquence de la concurrence fiscale. Des individus comme vous et moi et des multinationales essaient de réduire leurs impôts et les États facilitent ces choses-là en rendant leur structure fiscale plus attrayante. Et là, il y a beaucoup de manières différentes. Il faut distinguer trois principales. La première, c'est le paradis fiscal classique, la Suisse avec son secret bancaire qui est en question maintenant. Et là, quelqu'un cache son argent là de manière illégale. Deuxième type, c'est la multinationale qui bouge ses profits dans un paradis fiscal. Ici, on est dans une zone grise. Il y a des directives de la part de l'OMC et de l'OCDE, mais ces directives sont très difficiles à enforcer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des compagnies comme Apple et Google qui bougent des profits de l'Irlande, par exemple, via les Pays-Bas en Bermude. Et le troisième type de concurrence fiscale, alors là, c'est vraiment une question de délocalisation. Alors là, on a des entreprises qui vont vraiment produire en Irlande. Ce troisième type, il est différent parce que ici, ce n'est pas virtuel. Il y a la personne ou la multinationale qui va avec son argent ailleurs. Les deux premières, ce n'est que de la concurrence fiscale virtuelle. Il y a la personne ou la multinationale qui reste à un endroit,
mais le capital se promène et n'est pas imposable. D'accord. Philippe, vous avez parlé du rôle de l'OCDE, Peter, et j'ai parlé de la lutte qui s'intensifiait quand même contre l'évasion fiscale. Quel est le rôle important que joue l'OCDE dans la lutte à l'évasion fiscale? L'OCDE reçoit des mandats des membres de l'OCDE, une quarantaine de pays, 45 pays, je pense, et dans ce cas-ci, du G20, pour justement, les gouvernements s'inquiètent parce qu'ils voient en fait ce qu'on appelle l'assiette fiscale se réduire. C'est-à-dire que les revenus qui viennent de l'activité des entreprises ne correspondent pas aux impôts qu'ils payent, et dans ce sens-là, ils disent on a un manque à gagner important, et cet effet de concurrence. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'on n'est pas dans le monde de la criminalité, on n'est pas dans le monde de cacher des revenus illicites, c'est de l'évitement fiscal essentiellement et souvent légal. C'est-à-dire qu'actuellement, les lois fiscales permettent des interprétations plus ou moins créatives, mais sont légales. Et le problème de l'OCDE, c'est d'essayer d'arriver à coincer davantage et assurer ce que j'appelle une plus grande transparence. C'est l'objet. Je vous lancerai maintenant la question qui tue, la question éthique. Est-ce que l'évasion fiscale est une injustice ou est-ce que c'est un simple élément, un simple rouage d'une économie libéralisée, si on veut, Peter? Alors pour les deux premiers types que je mentionnais tout à l'heure, la personne qui cache son argent dans un compte bancaire avec secret bancaire ou la multinationale qui déplace ses profits, je dirais que c'est une injustice parce qu'on fait face ici à une sorte de free riding. Hein. On est membre d'un État, on bénéficie des biens publics, on bénéficie de l'infrastructure publique à un endroit et on est censé de payer sa juste part pour financer ces choses-là. Oui. Mais en mettant son argent ou son profit ailleurs, on évite de faire ça. Et c'est pour cela que ceci est une injustice. Hein. Il y a une communauté politique qui décide de taxer le capital à un certain taux. C'est ça la juste part qu'on devrait contribuer et on ne le fait pas. La délocalisation, alors le cas où il y a vraiment une entreprise qui va produire ailleurs, ça c'est un cas plus complexe qui est à débattre, mais les deux premiers, c'est vraiment une injustice. Selon vous. Philippe? J'ai un point de vue légèrement différent, c'est-à-dire pourquoi vouloir s'aligner nécessairement sur le régime fiscal le plus exigeant? Et donc, bien souvent, le plus coûteux pour une entreprise, pour un individu. imposer les entreprises au maximum, et ça obligerait. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que les pays riches sont en train d'essayer de créer un cartel de taxes, c'est-à-dire une loi unique qui s'appliquerait à tout le monde. Il faut bien se rendre compte que les principales entreprises visées, vous l'avez mentionné, ce sont les entreprises multinationales. Entreprises multinationales qui sont pour l'essentiel des Américaines, des Européennes, essentiellement. Ce sont elles qui profitent des régimes fiscaux et des différents régimes fiscaux. Et donc, il est très difficile et très délicat pour ces gouvernements-là d'aller à l'encontre de leurs propres entreprises qui elles-mêmes, quand même, payent des impôts chez eux. Ensuite, vous avez mentionné un chiffre important, le chiffre important des millions de milliards qui seraient dissimulés. Oui. C'est pas tout à fait vrai. Là, parce qu'il y a des gens qui mettent de l'argent. Ce qui est important, c'est quelle est la rémunération, quel est le profit. On doit payer des impôts sur les profits. Et donc, cet argent-là ne disparaît pas, il est juste placé ailleurs. Et si on le déclare et on paye les impôts qui se doivent sur les profits, on est tout à fait dans la loi. Oui, je vois que Peter semble en désaccord. Je voulais juste clarifier une chose. Moi, je ne défends pas une taxation plus élevée du capital. Je dis qu'il y a une communauté politique qui a le droit de décider à quel taux ils veulent taxer. Évidemment, les Anglais veulent taxer à un taux moins élevé que les Suédois. Oui. Je veux qu'ils soient capables de faire ça. Mais actuellement, on n'a qu'un droit formel de le faire et de facto, le capital s'en va ailleurs. C'est pour ça qu'on a des taux nominaux de 22-25%, mais Apple, Google et les autres multinationales, et ce n'est pas seulement ceux deux-là, payent un taux effectif de 2%. C'est là où il y a le problème. Et en ce qui concerne le cartel des taxes, encore une fois, je ne suis pas en accord parce que les pays industrialisés ont réussi à simplement déplacer le fardeau fiscal sur les travailleurs, sur les consommateurs. Ça veut dire que les recettes fiscales ne sont pas moindres aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, mais le système est beaucoup plus régressif. Ça veut dire que les pauvres ou les travailleurs ou les consommateurs payent plus et les riches et ceux qui ont du capital payent moins. Oui. Ça, c'est une autre injustice qui surgit de ça. Et là-dessus, Philippe, si je comprends bien, vous n'êtes pas nécessairement en désaccord avec l'idée, seulement vous hésitez, ou du moins vous êtes plus ou moins d'accord avec l'idée que c'est possible de faire ça. Entre le jugement éthique et la pratique, il me semble qu'il y a un espace important.
les hauteurs morales de mon collègue, qui l'occupe très bien, est indélogeable. C'est-à-dire qu'il a raison sur le fond. Dans la pratique, les choses vont se passer nécessairement différemment. Il faut bien se rendre compte que la plupart des gouvernements accordent des avantages fiscaux aux entreprises qui manifestent leur intention de venir s'installer chez eux. Le Canada est en concurrence avec les États-Unis et fréquemment, on voit des entreprises, des filiales canadiennes qui vont s'installer aux États-Unis et vice-versa, essentiellement pour des avantages fiscaux qu'ils en retirent. Mais les citoyens, la classe moyenne, c'est un peu comme le disait Peter, eux, évidemment, voient leur fardeau augmenter et ne sont pas voient une injustice La là-dedans. légitimité démocratique de l'imposition n'est pas moindre ou plus importante que la légitimité démocratique de la loi qui autorise le gouvernement à accorder des avantages fiscaux. Il faut bien se rendre compte, c'est le même gouvernement. Et dans ce sens-là, si on conteste l'un, on doit contester l'autre. Or, à ma connaissance, les entreprises qui reçoivent ces avantages-là créent des emplois, génèrent de la richesse et payent des impôts. Ils ne font pas simplement que disparaître dans des nébuleuses comptables. Peter voulait réagir, je pense. Ils créent des emplois, mais ils ne font pas leur juste part pour financer la structure, les biens publics, l'infrastructure qui permet le fonctionnement de tout ça. Hein? Et pour conclure, pour la question, disons, plus pratique, comment implanter cette idée de justice-là, d'équité fiscale? Alors, de ma perspective, que je défends avec un collègue allemand, Thomas Rixen, on devrait créer une organisation mondiale de la fiscalité, analogue à l'organisation mondiale du commerce. Quelque chose qui règle... On pourrait l'intégrer à la même organisation, si on veut. Mais si on regarde le commerce, les subventions qui sont payées pour soutenir certaines industries, on dit aujourd'hui qu'ils sont illégitimes. Un crédit d'impôt, c'est exactement la même chose. Alors, juste afin de cohérence, on devrait les traiter de la même manière. Et là, il ne faut pas sortir des théories philosophiques pour faire ça. Ça, c'est une exigence de cohérence en pratique. D'accord. Philippe, rapidement pour conclure là-dessus. Une organisation internationale me semble une étape très lointaine. L'OCDE, plus modeste, propose la transparence, propose essentiellement que qu'on évite des contraintes. Par exemple, il y a une double exemption. On fait des programmes fiscaux qui permettent aux entreprises de ne pas payer des impôts à deux endroits. Elles s'arrangent pour ne en payer nulle part. Ça, il y a de l'abus. Et il y a moyen de corriger ces choses-là. On s'en va d'abord dans cette direction-là, d'autant plus que les gouvernements vont exiger la marge de manœuvre et les entreprises ont tout avantage à trouver une solution négociée. D'ailleurs, des négociations sont en cours régulièrement avec tous les gouvernements pour dire aux Microsoft de ce monde et aux autres, dire, regardez, vous avez un bilan qui est très curieux, pouvez-vous nous expliquer? Et on va s'arranger pour récupérer une partie des milliards que vous nous devez. D'accord. Merci infiniment. Il y en aura encore beaucoup à dire, je sais, mais merci infiniment d'avoir été avec nous. Philippe, on se retrouve au retour de la pause. Merci. Et Peter, je vous dis, j'espère, à la prochaine. Merci. Au revoir. Alors, c'est maintenant l'heure des informations méconnues, les informations qui nous ont sûrement échappé au cours de la dernière semaine. Philippe, je commence avec vous. Ça nous a sans doute pas échappé, mais c'est bon d'y revenir, je pense. On est en 63 à Dallas, évidemment, c'est l'assassinat du président Kennedy. Les enquêtes nombreuses montrent, avec photos à l'appui, qu'il y a sur le parcours, pas loin de l'endroit où le président a été assassiné, un homme qui se tient avec un parapluie ouvert. Or, il faisait beau, tout le monde était en tenue légère, il n'y avait aucune raison d'avoir un parapluie ouvert. Donc, tout de suite, la machine, la conspiration s'emballe. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que John Updike a, devant ce fait-là, et l'explication qui va venir avec, nous dit, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dans l'histoire, un phénomène exceptionnel suscite toujours des enquêtes tellement approfondies qu'on trouve toutes sortes de petits phénomènes qui n'étaient pas prévus dans cette histoire originale, qui nous amènent à comprendre un peu plus. Et quand on ne comprend pas, l'imagination s'emballe et tout de suite. Et c'est comme ça en sciences naturelles aussi. En sciences naturelles, on observe de très très près et on trouve des choses qui nous dérangent et des fois on trouve des solutions à des problèmes méconnus. Et il y a plein de découvertes scientifiques en santé notamment qui viennent justement d'observations qui sont un peu curieuses. L'homme au parapluie, donc, c'était quoi? Il a été retrouvé, on l'a interrogé, et ce monsieur-là était là, effectivement, avec son parapluie, c'était pas pour se protéger du soleil, c'était une protestation silencieuse qui voulait montrer au monde en particulier, et à John Kennedy accessoirement, qu'il contestait ou qu'il reprochait
la position que le père Kennedy, le père du président, avait à l'époque, il était ambassadeur des États-Unis en Angleterre et avait, avec Neville Chamberlain, l'homme au parapluie, connu comme étant l'homme au parapluie, Premier ministre anglais. le Premier ministre anglais, adopté une position conciliante à l'endroit de l'Allemagne nazie. Et ce monsieur, silencieusement, contestait et rappelait ce fait historique-là. C'était silencieux et très subtil, oui. C'est très subtil, absolument. Et donc, ça a donné à des enquêtes, des dessins. On a même fait des dessins, des graphes où on montrait qu'il y avait un système de fléchettes qui pouvait sortir du parapluie et qui avait contribué à blesser le président Kennedy. Donc, du n'importe quoi qui alimente, évidemment, les théories conspiratoires. Exactement. Et dans les phénomènes politiques exceptionnels, un assassinat, un avion qui explose, etc., on a toujours le même phénomène. Voilà. Frédéric? Moi, mon hors-champ est un peu banal après celui de Philippe. J'ai appris un nouvel acronyme cette semaine, les ZAI. Connaissez-vous les ZAI? Non, mais on va comment vous l'apprendre. écrivez? ZAI, ce sont les zones aériennes d'identification. Et en fait, j'ai appris qu'au-delà de l'espace aérien, les États ont pris l'habitude, depuis plusieurs années, d'imposer donc des ZAI, des zones aériennes d'identification, qui sont des zones dans lesquelles des avions étrangers doivent dévoiler leur plan de vol, entrer en contact avec... S'identifier, finalement. Sinon, il y a une préparation de défense aérienne contre ces appareils. La raison pour laquelle ça devient important, c'est que la Chine, cette semaine, a élargi ou a identifié une nouvelle ZAI en mer de Chine orientale qui se trouve à, finalement, qui est la même que celle du Japon, voisin. Donc, on se rappelle du contexte des îles Senkaku en ce moment qui sont contestées entre le Japon et la Chine. Et il y a des avions de Corée du Sud qui sont passés, des avions du Japon, des avions américains également. Donc, certains pensent que c'est peut-être le début d'une prochaine guerre mondiale, puisque les accidents possibles peuvent se multiplier dans un contexte comme celui-là. Donc, surveillez les ailes au cours des prochaines semaines. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous dis à la prochaine. Et quant à vous, mesdames et messieurs, j'espère également que vous avez apprécié l'émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne semaine sur la planète Terre.